Bonjour chers de l'histoire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, 11 novembre, à l'occasion du 205e anniversaire de l'armistice de 1918, on va parler de la Première Guerre mondiale. Un conflit dont la représentation est malheureusement trop souvent réduite par le grand public à une simple succession d'assauts de tranchées, monolithiques et aussi meurtriers qu'inutiles, et qui finalement n'aurait trouvé une issue qu'avec l'apparition du char et l'arrivée des Américains. Mais en réalité, l'histoire militaire de la Première Guerre mondiale est bien plus riche que cela, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui en vous expliquant l'évolution de 1914 à 1918 de la doctrine de l'armée française. C'est-à-dire la façon dont elle a utilisé ses soldats, ses règles d'engagement, ce qui renvoie à une dimension tactique, mais également à l'organisation de cette armée et à son armement destiné à y répondre. Alors pour ce faire, je vais m'appuyer notamment sur cet ouvrage publié en 2019, S'adapter pour vaincre, comment les armées innovent, écrit par Michel Goya, un ancien colonel de l'infanterie de marine, que vous connaissez peut-être plus par ses interventions régulières sur les plateaux de LCI, et co-auteur, pour ne citer que celui-ci, de L'ours et le renard, un ouvrage qui porte sur la guerre en Ukraine et sur lequel j'essaie désespérément depuis plusieurs mois de vous faire une vidéo. Je vais finir par y arriver. Alors, dans cet ouvrage-ci, Michel Goya essaie de nous montrer comment, depuis des siècles, finalement, les armées cherchent à s'adapter à leur adversaire pour lui résister et à innover pour le battre. Il le fait à travers 6 études de cas. Alors, vous avez par exemple l'évolution de l'armée prussienne de la Révolution française à 1870, ou encore celle de l'armée américaine de la fin de la Seconde Guerre mondiale à l'invasion en Irak. Mais le chapitre qui va le plus nous intéresser aujourd'hui, c'est celui qui porte sur l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Quelles ont été les doctrines qui ont été proposées par l'armée française pour faire face à la guerre de tranchées et parvenir à rompre le front allemand? Vous allez voir que finalement, la victoire de 1918 n'est que l'aboutissement d'un long processus fait de tentatives tactiques, d'échecs, mais qui sont autant d'expériences qui ont permis l'émergence de la solution gagnante de 1918. Allez, c'est parti! Pour comprendre l'évolution de la doctrine de la France durant la Première Guerre mondiale, il faut partir du constat que son armée, qui entre dans le conflit en 1914, a une guerre de retard. En effet, depuis la défaite de 1870, l'état-major est dans un esprit de revanche sur l'Allemagne et cherche à prendre le contre-pied de la posture défensive de l'armée Napoléon III à laquelle on impute la défaite. C'est pourquoi l'armée française s'est construite à partir du début du XXe siècle autour d'une doctrine dite de l'offensive à outrance, c'est-à-dire qui privilégie l'attaque, le choc, le corps à corps et en même temps la rapidité de son exécution. Se développe alors un véritable culte de l'attaque qui se base moins sur des considérations scientifiques que sur la force de l'élan moral et patriotique qui doit tout emporter sur son passage. Par conséquent, l'armée française s'est constituée une organisation et un armement qui sont en adéquation avec cette doctrine, et Michel Goya nous fait un panorama des différents corps, à commencer par l'infanterie. Puisque l'armée française se base sur le choc, l'infanterie est donc massive et homogène, constituée presque exclusivement de fusiliers armés du Lebel, très mobile, mais dont le niveau d'instruction tactique est faible. Après tout, à quoi bon un haut niveau de technicité si l'essentiel de la mission du fantassin est de charger droit devant? Ces bataillons baïonnettes, comme les surnomme Michel Goya, constituent 70% de l'armée française en 1914. Alors il y a bien des mitrailleuses, mais elles sont présentes en faible nombre, à peine 2 par bataillon et mal employées. Cette infanterie est appuyée par une artillerie de campagne composée en grande partie du canon 75. Alors très mobile, avec un tir rapide, 20 coups par minute, et donc parfaitement adapté pour la rapidité et le choc prôné par la doctrine de l'offensive à outrance. Alors que l'artillerie lourde, elle, plus statique, est négligée par les Français, à l'inverse des Allemands. Ce tandem, infanterie-artillerie, entre lesquels il existe une mauvaise coordination, est éclairé par une cavalerie dans laquelle s'est développée là aussi une mystique du combat chevaleresque au corps à corps à l'arme blanche contre le cavalier ennemi. Bref, un triptyque infanterie-cavalerie-artillerie que l'on retrouvait déjà du temps des guerres napoléoniennes. C'est comme si la France s'était en fait préparée à une répétition de la guerre de 1870. Sauf que depuis cette date, la puissance des armes à feu s'est considérablement développée au point de mettre à mal l'équilibre du triangle feu-protection-mobilité. Et le résultat de l'application de cette doctrine inadaptée, c'est le coût humain astronomique de l'échec de toutes les attaques menées des Ardennes à l'Alsace dans le cadre du plan 17. 1/6 des tués français de la Première Guerre mondiale l'ont été en août et en septembre 1914, avec le jour le plus meurtrier de toute l'histoire de l'armée française, le 22 août 1914 avec 25 000 tués.
La conséquence de l'effet destructeur de ces nouvelles armes est un blocage tactique, avec un mouvement qui est devenu trop risqué, et des armées qui s'adaptent en s'enterrant pour se protéger de l'effet du feu. Si bien que dans les derniers mois de 1914, les positions se figent de la mer du Nord à la Suisse et se met progressivement en place un système de tranchées de plus en plus perfectionné, d'abord une ligne, puis ensuite trois. Chacune d'elles forme en réalité un système constitué de plusieurs lignes, protégées par un réseau de barbelés, dotés d'abris, de positions d'artillerie, reliées entre elles par des tranchées de communication, et le tout étalé sur la profondeur. Dès lors, toute la question pour les belligérants, c'est de trouver la tactique qui va permettre de franchir, de percer ces lignes ennemies afin d'obtenir la victoire décisive. La première réponse du grand quartier général est de changer sa doctrine au cours de l'hiver 1915. Exit les offensives à outrance, place à une nouvelle doctrine, mais sans changer le paradigme de la bataille décisive, c'est-à-dire la volonté de gagner une guerre par une seule grande victoire, ce qui voudrait dire dans le cadre de la guerre des tranchées, percer le front en un point unique, ce qui explique que cette nouvelle doctrine, dite de l'attaque brusquée, reprend beaucoup d'aspects des offensives à outrance de 1914. Avec certes une première phase de préparation d'artillerie qui n'est plus négligée, mais au contraire intensifiée, avec l'idée de détruire sous un tapis d'obus les positions allemandes qui seraient suicidaires d'attaquer de front, et que l'infanterie française n'aurait plus qu'à occuper ensuite. L'artillerie conquiert, l'infanterie occupe, selon la formule de Pétain, qui était alors commandant de la 2e armée. Autrement dit, l'artillerie n'est plus seulement là pour appuyer un assaut, elle est là aussi pour le préparer. Mais ensuite, comme en 1914, vient l'assaut énergique qui doit s'emparer des trois lignes allemandes d'un seul élan afin que dans une troisième phase, la réserve, souvent constituée d'unités de cavalerie, exploite rapidement la percée et provoque un tel désordre dans le dispositif ennemi que ce dernier est obligé de battre en retraite. La meilleure représentation de l'application de cette doctrine de l'attaque brusquée est la seconde offensive de Champagne, qui débute le 25 septembre 1915 et s'achève le 6 octobre. Son objectif est de frapper à l'ouest, pour soulager à l'est la pression des Allemands sur les Russes en déroute en Pologne. Sont mobilisés plus de 1000 canons, avec un stock de munitions au maximum, la 2e armée de Pétain et la 4e de l'angle de Carie, en tout 29 divisions sur un front de 40 km face à la 3e armée allemande. Jamais plus les Français ne jouiront d'un tel rapport de force. Eh bien pourtant, c'est un échec. Les troupes françaises n'ont progressé au maximum que de 4 km au prix de 250 000 hommes hors de combat contre 140 000 côté allemand. La première raison de cet échec réside dans le manque de canons lourds des Français, car comme je l'ai dit précédemment, ils ont négligé cette catégorie et ont tout misé sur le canon 75. Sauf que ce dernier a un tir droit. L'opérabilité face à des positions enterrées, qui nécessitent plutôt un tir courbe, en cloche, est donc limitée. Pour pallier ce manque de canons lourds, on retire les pièces des places fortes et même des pièces de marine. Mais le problème est qu'il s'agit de pièces anciennes, dont la puissance de feu parvient à détruire le réseau de barbelés et à fortement diminuer la première ligne, mais leur cadence de tir est trop faible, au point que la préparation d'artillerie a dû s'étaler sur 5 jours pour qu'elle ait un effet. Sauf que cela annihile tout effet de surprise, car l'ennemi qui voit ainsi la zone ciblée a le temps d'y amener des renforts, et c'est ce qu'ont fait les Allemands. L'autre problème lié à cette artillerie, c'est sa portée. Rares sont les pièces qui peuvent tirer au-delà de 8 km et donc atteindre ou cibler correctement les secondes et troisièmes lignes. D'autant plus qu'en Champagne, les Allemands construisent ingénieusement leur seconde ligne à l'abri derrière les versants. Et c'est sur cette seconde ligne restée intacte que les Français se sont cassés les dents. L'autre cause qui explique l'échec de cette seconde offensive en Champagne, c'est la pauvreté au sein de l'armée française du C3, commandement, communication, contrôle. Les unités se sont emparées assez facilement sur 10 km de la première ligne allemande qui a été balayée par l'artillerie, mais ensuite c'est la confusion. Les lignes téléphoniques sont souvent rompues par les obus, qui a fait que le commandement ne sait pas ce qui se passe en avant, entraînant une mauvaise conduite de la suite des opérations, une désorganisation, une mauvaise coordination avec l'artillerie, qui pilonne parfois ses propres troupes, ou des renforts qui n'arrivent pas au bon moment pour être décisifs. Non, l'attaque brusquée ne représente pas la solution gagnante. Cet échec de la seconde offensive de Champagne va provoquer un véritable effet de balancier en faisant place à une nouvelle école de pensée incarnée par des officiers qui s'étaient opposés à cette doctrine de l'offensive à outrance. C'est le cas par exemple de Pétain, général de la 2e armée, ou de Foch, général du groupe d'armées du Nord.
Alors si ces deux hommes s'entendent sur le fait qu'il faut conserver ce qui a été acquis avec l'offensive de Champagne, à savoir la capacité à s'emparer plus facilement de la première ligne allemande grâce à l'emploi de l'artillerie, en revanche, ils divergent complètement sur la suite tactique à donner. Pour Pétain, puisque les capacités techniques de l'artillerie ne permettent pas d'organiser un plan de feu correct au-delà de la première ligne allemande faute d'une portée suffisante des canons, il faut arrêter de chercher à s'emparer des trois lignes d'un seul coup. Autrement dit, abandonner l'idée de rupture en un seul point et se concentrer plutôt sur la première ligne, mais sur toute la largeur du front. Mais comme c'est une doctrine qui ne propose pas la bataille décisive car elle envisage la guerre sur le temps long, eh bien elle n'a pas été retenue en 1916. C'est Foch, nommé commandant du groupe d'armée du Nord, qui est désigné pour planifier la prochaine offensive. Pour ce polytechnicien qui est un partisan de l'offensive à outrance, il faut continuer à obtenir la percée du front, mais plus question du choc et des charges folles de 1914 et des offensives comme en 1915, la percée doit être obtenue de manière méthodique, en procédant par séquence. D'abord la préparation d'artillerie comme en 1915, mais qui doit se concentrer sur la première ligne, puis s'emparer de cette ligne par un assaut, ce qui doit permettre ensuite d'avancer l'artillerie pour qu'elle soit à portée de la seconde ligne et recommencer de nouveau le feu sur celle-ci avant de s'en emparer par un autre assaut. Autrement dit, Foch conçoit l'offensive comme une succession de préparations d'artillerie et de mouvements jusqu'à ce que l'ennemi épuise ses réserves et que son dispositif finisse par craquer. Et pour que les effets des frappes d'artillerie soient maximisés, la préparation est minutieuse. Tout est planifié. Les reconnaissances et photos aériennes sont utilisées à une échelle inédite pour détecter les réseaux de barbelés, les abris, les lignes mitrailleuses et les positions de l'artillerie adverse, qui sont autant d'obstacles et de positions devant être préalablement neutralisés pour que l'artillerie française ne fasse pas l'objet de tirs de contre-batterie et que l'assaut ne soit ni retardé ni étrillé par les tirs meurtriers des Allemands. C'est au bout du compte la création d'un véritable plan de feu pour la gestion du tir, où les mathématiques avec des méthodes de calcul balistique deviennent l'alpha et l'oméga. Et c'est pour cela que l'on parle d'une conduite scientifique de la bataille. Une doctrine qui fait de l'artillerie l'arme prédominante. Foch lui-même disait « Ce n'est pas une attaque d'infanterie à préparer par l'artillerie, c'est une préparation d'artillerie à exploiter par l'infanterie ». Alors l'archétype de l'application de cette doctrine, c'est la fameuse offensive sur la Somme, menée du 1er juillet à novembre 1916. Alors elle s'inscrit dans une attaque multiple, avec l'offensive des Italiens sur Isonzo ou celle des Russes de Broussilov en Galicie. L'objectif est de produire un effet de tenaille sur l'Allemagne et en même temps de soulager la pression allemande sur les Français à Verdun. Ce devait être à l'origine une offensive franco-britannique, mais étant donné la situation exsangue des forces françaises après justement les affrontements de Verdun, au final ces dernières ne représentent qu'une armée sur les 4 engagées. 400 canons lourds, 1000 canons de campagne, 2 millions d'obus sont tirés dans un bombardement préparatoire qui dure une semaine. La 6e armée de Fayolle s'empare encore plus facilement qu'en Champagne en 1915 de la première ligne allemande, également de la 2e le 4 juillet, mais par contre au nord de la Somme, le premier jour est une hécatombe pour les Britanniques. 19 000 morts en une journée, c'est tout simplement le jour le plus meurtrier de toute l'histoire de l'armée britannique. Des Britanniques qui finissent par s'emparer de la première ligne, mais il faut attendre le 14 juillet pour que l'artillerie soit de nouveau prête à pilonner la seconde ligne, alors cette fois de façon plus concentrée sur 5 km entre Bazentin et Longueval. La seconde ligne est brisée dans ce secteur, mais ensuite l'avance s'enlise. Haig ne parvient pas à faire intervenir la cavalerie comme il le souhaitait. Pourtant, des innovations sont jetées dans la bataille. C'est le cas des tanks qui interviennent pour la première fois de l'histoire le 15 septembre. Mais à peine 32, ils sont lancés trop rapidement et n'ont pas vraiment eu d'effet, victimes des obus ou des pannes. On peut citer également le barrage roulant, une nouvelle méthode d'artillerie qui consiste à tirer en même temps que l'assaut, en pilonnant la zone située à 200 mètres devant l'infanterie, tout en suivant son avance par une allonge progressive des tirs. Ce qui a plusieurs avantages. D'abord, la fumée des impacts camoufle en partie l'assaut, et en plus, les tirs forcent l'ennemi à rester dans ses abris, ce qui l'empêche de tirer sur les assaillants qui n'ont plus qu'à surgir dans la tranchée au dernier moment. Mais tout cela n'y change rien, lorsque l'offensive de la Somme prend fin en novembre avec la mauvaise saison, les Britanniques ont perdu 420 000 hommes, auxquels il faut ajouter 205 000 Français, tout ça pour une avance inférieure de 8 km, avec pour seul réconfort un niveau de perte allemande similaire. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché cette fois-ci? Après tout, cette offensive a été préparée si méthodiquement.
Alors la première explication est l'échec de la préparation d'artillerie, ce qui est un problème car c'est censé être la base principale de la conduite scientifique de la bataille. Alors oui, 7 millions d'obus ont été tirés entre juillet et le 15 septembre, mais le choix d'attaquer sur un front large, plus de 40 km, est certes judicieux d'un certain point de vue tactique, cela évite les tirs de flanquement allemands sur le centre de gravité de l'offensive, mais en même temps, bien cela empêche la concentration, cela disperse les moyens en artillerie. De plus, il existe un problème d'obus, car pour rattraper son retard, la Grande-Bretagne a massifié sa production en sacrifiant la qualité. De nombreux obus sont défectueux, certains explosent dans le tube, d'autres tombent sans exploser. D'autre part, une partie des munitions tirées sont soit des obus fusants, qui sont inoffensifs contre les positions retranchées, soit des obus à la puissance explosive insuffisante, qui laissent intacts les abris en ciment et même une partie du réseau de barbelés. Résultat de tout ceci, lors de l'assaut, les points névralgiques de la défense allemande sont intacts et les vagues d'assaut des troupes britanniques sont décimées, d'autant plus qu'elles sont constituées de nouvelles recrues peu formées aux nouvelles tactiques, contrairement aux Français qui avaient fait un gros effort de formation durant l'hiver 1915-1916, d'où la différence des résultats entre les deux armées. La conduite elle-même pose problème. À force de soumettre l'infanterie à l'artillerie, cette dernière perd son autonomie d'initiative et a raté des opportunités de débordement. Il y a eu aussi un manque de précision dans les objectifs qui a laissé place à une improvisation en tentant de déborder, de progresser au gré des opportunités. On peut ajouter aussi, c'est la réaction des Allemands qui ont réussi par des contre-attaques répétées, alors certes coûteuses, à casser la dynamique de l'offensive. Mais surtout, ils se sont adaptés. Ils ont appris de l'offensive en Champagne de 1915 et ils ont innové dans leur façon de défendre en inscrivant leur dispositif défensif dans la profondeur. Puisque la première ligne est vulnérable à l'artillerie, l'état-major allemand retire le gros de ses forces sur la seconde ligne, ne laissant sur la première que quelques nids de mitrailleuses, suffisants pour attritionner l'attaque adverse, qui sera ensuite contre-attaquée par des forces préservées dans la seconde ligne. De plus, le temps que l'artillerie britannique se repositionne et se réorganise pour attaquer la ligne suivante, les Allemands ont eu le temps de reconstruire en arrière une nouvelle ligne de défense. Et au final, c'est l'attaquant qui s'épuise plus vite que le défenseur. Et c'est en cela que l'on peut distinguer le principal facteur d'échec de la conduite scientifique de la bataille, qui ne sera pas la clé du succès. À la fin de l'année 1916, c'est donc le grand désarroi. Les polytechniciens, que sont Joffre et Foch, ont cru trouver dans la technique une solution au blocage tactique. Mais il n'en est rien, et pire encore, l'offensive sur la Somme s'est avérée en fait plus meurtrière que celle de 1915. Que faire alors ? Les Alliés vont s'en remettre à un homme qui sort de l'ombre durant la bataille de Verdun et qui suscite un nouvel espoir, le général Nivelle, pour qui les armes apparaissant au cours de l'année 1916 pourraient constituer des game changers qui feraient basculer le conflit. Mais ça, c'est ce que l'on verra dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. En attendant, si vous êtes passionné par la Première Guerre mondiale, je vous invite à voir toutes celles que j'ai produites à ce sujet, que ce soit l'histoire du corps expéditionnaire portugais en France, ou bien cette histoire passionnante du corps des autocanons mitrailleuses belges en Russie, l'histoire du premier corps mécanisé entièrement autonome de l'histoire. Écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo, et d'ici là, longue vie et prospérité.